Bon, et alors bonjour à tous. Nous sommes en train de commencer bientôt la 32e séance de travaux dirigés de neuroconnectique, mais pour l'instant, nous allons évoquer la 31e à travers ce que quelques-uns d'entre nous ont pu explorer. Alors je me tournerai peut-être d'abord vers Stéphane. Oui, donc je vais parler d'une situation spécifique que j'ai vécue en entrant dans une salle où j'avais deux collègues qui étaient présents et j'ai auto-observé ma biopsychomachine réagir de façon émotionnelle. En fait, il y avait un de mes collègues qui était un manager, on va dire, et un autre collègue qui était un collègue rechercheur. Et j'ai auto-observé ma biopsychomachine qui s'est mis automatiquement à tendre la main à la personne qui était plutôt manager. Ce qui a créé chez moi alors, ce qui m'a permis de constater qu'il y avait un rôle, euh, que ma biopsychomachine accordait un rôle corporel automatique. Et ce qui a, à l'instant même, quand je m'en suis aperçu, ça m'a fait hésiter. Ça m'a amené à hésiter entre les deux personnes, ce que n'ont pas manqué de remarquer les deux personnes en présence. Et après, voilà, c'est une anecdote comme ça. Donc ça serait plutôt je dirais la 4 inter peut-être 15, ou je ne sais pas si c'est le rôle, c'est un rôle émotivationnel et un mouvement corporel, c'est ça. Moi, je dirais plutôt que c'était donc le rôle, ton rôle corporel, c'est quand ta biopsychomachine va, je dirais, de manière automatique, mais tu es là, hein, et tu la vois aller directement. Je l'observe agir. Tu observes le rôle corporel qui va directement serrer la main du manager. Et ensuite, je dirais que il y a donc cette posture émotivationnelle que tu remarques déjà dans un premier temps. Donc, tu es dans un 4 inter-19, donc tu remarques une posture émotionnelle. Ah, Et émotion. il y a peut-être un 1, parce qu'en fait, il y a une tension corporelle qui se manifeste. Oui, alors on est d'abord là-dessus, et ensuite, si je décrypte ce que tu as dit, il y a aussi un mouvement émotivationnel quand tu t'aperçois qu'à côté, il y a quelqu'un à qui tu n'as pas serré la main. Le 1 inter-18 qui apparaît après le 15 inter-4. Inter-4. D'accord. Il y a une vraie, une sorte de bascule, une décision qui s'opère. C'est assez subtil, c'est très rapide. Bon. Alors, passons à Carole. Alors de mon côté, j'ai pu auto-observer dans le cadre professionnel que j'adoptais une posture émotivationnelle, ou en tout cas ma biopsychomachine adoptait une posture émotivationnelle vis-à-vis de mes collaborateurs, une posture donc plutôt ouverte, à l'écoute, et qu'il y avait parallèlement ou de façon interconnectée une détente corporelle qui se manifestait, enfin une absence de tension, pas forcément la notion de détente, mais en tout cas une absence de tension. Et que quand j'étais dans un autre rôle, notamment avec mes propres managers, mes propres supérieurs hiérarchiques, il y avait une tension corporelle qui se manifestait, peut-être parce que j'étais dans un autre rôle et forcément une autre posture aussi émotivationnelle, puisque j'étais plus dans comment dire, non pas dans l'écoute, mais dans la peur peut-être de mal faire. Donc là aussi, deux postures et
deux postures émotivationnelles différentes et deux, euh, comment dire, réactions corporelles, Deux tensions, tension relaxation et différentes. contraction. Pardon? Deux tensions, relaxation différentes que Voilà, différentes en fonction du contexte. c'est ça. Donc moi, je pensais à la neurofonction 1, ou plutôt la neurofonction 19, inter 1, puisque c'est plutôt la 19 qui se manifeste en premier. C'est ça. Dans cette peur de mal agir. Ok. Amaury, Alors deux expériences peut-être, l'une qui est plus très, très proche de ce que racontait Carole. Euh, alors on est sur du 6 inter 19 ou peut-être 19 inter 6. Euh, donc 6 le rôle corporel et puis 19 la posture émotivationnelle. J'ai pu observer entre deux réunions qui se suivent ou deux contextes assez opposés qui se suivent, où je vais être dans un premier contexte avec un peu dans la situation qu'expliquait Carole, mes supérieurs hiérarchiques, et juste après, mes équipes, qui sont pas forcément des gens qui travaillent pour moi, mais qui sont un peu plus juniors, donc qui me regardent plus comme justement, moi je regarde mes supérieurs. Et justement, ce besoin d'être présent à ces gens-là au moment de la transition. Et donc, le stoppage s'effectue entre les deux au moment de la transition dans la deuxième meeting où j'observe la machine dans dans un, alors encore une fois, je- c'est vraiment très proche 19-6 ou 6-19, c'est-à-dire il y a une forme une posture un peu en retrait par rapport aux gens au-dessus de moi, parce qu'on est c'est très politique, donc on garde un peu les cartes proches de soi. Et puis, on a les idées enfin, on a les émotions qui tournent un petit peu, qui partent en cercle. Alors que quand on est dans le deuxième meeting avec des gens qui me regardent en tant que leur supérieur, qui justement me regardent pour les aider dans la direction et pour les aider dans leurs soucis ou résoudre leurs soucis. Là, il y a le rôle corporel qui est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire et là, il y a une cascade derrière, hein, on part sur du un aussi, où la tension corporelle se relâche, puisqu'on est dans un rôle, je vais dire positif et moins défensif par rapport à- à mes interactions avec mes supérieurs. Donc là, il y a ce stoppage qui se crée maintenant, presque comme la fin de meeting crée un stoppage et il y a un point du pilote sur la machine qui analyse un petit peu ses neurofonctions et qui se prépare pour le meeting d'après pour justement être dans un meilleur contexte. Donc voilà, ça c'était le lien un petit peu avec ce que disait Carole. Et la deuxième expérience, c'est assez proche de ce que j'ai peut-être déjà raconté. On est sur du 15 inter 4, donc tension et relaxation, enfin plus tension d'ailleurs que relaxation émotivationnelle. 4 mouvements, d'ailleurs 4 ou 5, d'ailleurs il y a de la posture corporelle également. Euh, lorsque lorsque la machine est stressée au-delà de certaines limites, il y a un stoppage automatique. Et à ce moment-là, mon pilote se rend compte que la machine est stressée, ce qui arrive malheureusement encore très souvent. Et j'applique des stratégies un peu variées pour justement améliorer ça. Par exemple, étant assis à mon bureau peut-être une dizaine d'heures par jour, je vais me lever et mettre la machine en mouvement, que ce soit pour sortir quand il fait beau, aller prendre un peu l'air, ou alors aller tout simplement vers la machine à café, ou alors juste marcher pour marcher, donc partir en mouvement. Et j'ai observé que à ce moment-là, la tension en fait était une fonction de la distance du bureau, donc fonction inverse. Plus je mouvement, m'éloignais, pardon, mouvement corporel mouvement corporel et tension et émotionnelle. motivationnel. Donc plus la machine s'éloigne corporellement, en mouvement corporel du bureau, plus enfin, plus la relaxation arrive, la relaxation émotionnelle arrive. Et j'allais arrêter l'expérience à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que cette neurofonction 15 est très prépondérante.
Donc, elle est vraiment très active, c'est-à-dire que je suis presque en auto-observation permanente maintenant de cette neurofonction-là, parce que c'est très important. Le stress a un effet, enfin, a eu des effets physiques, ou plutôt oui, des effets physiques non visibles, mais sur moi. Donc, c'est presque un besoin d'auto-observer ça. Et le retour vers le bureau, j'auto-observe le chemin inverse, c'est-à-dire que le mouvement Ouais. corporel vers le bureau euh, arrive à une tension émotivationnelle qui augmente au fur et à mesure que j'arrive vers ce bureau. Donc le mouvement seul ne réduit pas, c'est la direction du mouvement, donc c'est presque vectoriel, qui en fait informe la neurofonction 15. Et peut-être on part sur justement on parlait de cascade, donc je voulais juste ajouter cette auto-observation qui s'est un peu révélée malgré l'absence d'auto-observation active. C'est qu'une fois à mon bureau, si je ne peux pas effectuer le mouvement, par exemple le mouvement physique de mon corps, le mouvement corporel vers loin de mon bureau, si j'active un mouvement intellectuel, je me projette physiquement un mouvement corporel sans bouger de ma chaise. J'ai trouvé qu'il y avait un effet, même si c'est pas un effet aussi important que le mouvement corporel. On arrivait en fait à déclencher un peu les mêmes effets, c'est-à-dire je me projette un peu loin et ça réduit un peu le stress à ce moment-là. Donc la neurofonction 15, la tension émotivationnelle se réduit. Alors, Voilà. on parlera bientôt, justement, on abordera pas ce cours-ci, mais le cours d'après, des connexions entre ce qui est émotivationnel et ce qui est intellectuel et conceptuel. Et donc là, on pourra évidemment évoquer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le moment où tu conceptualises un mouvement comme si tu le vivais corporellement, mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Et qui peut d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais en amont et qui correspond par contre au cours de maintenant, enfin, au cours de la semaine précédente, des 2 semaines précédentes, c'est l'idée de se dire que là, cet aspect corporel, même s'il passe par un aspect conceptuel, va aider cette détente motivationnelle. Alors, on attaque le cours numéro 32. Alors, cours numéro 32 qui va, encore une fois, nous amener à nous interroger sur ce qui est corporel et motivationnel, mais sous l'angle plus précis de ce qu'on pourrait appeler justement des connexions neuronales sensory-végétatives. Alors, je les lis un peu, parce que ça, je me disais, il faut penser à les lire, il a raison. 3 inter 15, 3 inter 20. 3, c'est quoi déjà? Vision, visuel. Donc 3 inter 15 en vision, vue, et 15, donc tension, relaxation et motivationnelle. Alors, 7 inter 20, 7 inter 15. Donc 7, l'écoute, oui. Et puis donc 20, donc le rôle est motivationnel. 17 inter 1, 17 inter 6. Donc 17 inter 1, c'est donc la vue est motivationnelle, donc les images est motivationnelles, donc les images internes est motivationnelles. Donc on va attraper une image et on va auto-observer, on va capturer l'émotion qu'il y a avec cette image. Après, évidemment, on a le 6 aussi. 17 inter 1, donc 1 c'est l'attention, relaxation corporelle. 17 inter 6, on est sur le rôle corporel. Oui. Et enfin, 21 inter 6 et 21 inter 1. Voilà, donc 21 inter 6. Donc c'est le pendant du 17, mais pour l'écoute, pour les sons. Et une écoute qui a touché, qui a bouleversé notre système émotionnel, bien sûr. Voilà. Et donc on est sur du 6, donc le rôle corporel. Et du 1. Ou du 1, l'attention, relaxation corporelle. Alors, on a un exemple qui a été laissé par un étudiant, et je me suis demandé, d'ailleurs, en le relisant, si cet étudiant n'aurait pas été Amaury.
Bastien, je t'invite à le lire. Donc Non, t'as pas les bonnes lunettes, donc alors ce sera un Serge. Donc, une connexion neuronale sensorie-végétative. Une connexion neuronale sensorie-végétative 21, inter 1. J'ai pu auto-observer que le souvenir que me laisse l'empreinte affective, dans le sens d'émotive, d'intensément émotionnel, d'une musique, surtout de la musique d'une voix qui m'est douce, agréable, que ma biopsychomachinerie émotionnelle aime, affecte et est affectée par l'état neuromusculaire de ma biopsychomachinerie corporelle. Mes jambes tendues se relaxent lorsque le musicien ou la soliste passe des graves ou des aigus trop graves ou trop aigus aux graves ou aux aigus moyennes. Voilà. C'est peut-être toi. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on s'entraîne un peu à telle ou telle de ces neurofonctions, justement, de ces neuroconnexions, devrais-je dire, entre deux neurofonctions à chaque fois, bien sûr. Donc, ce qui me semble intéressant de travailler, enfin, je sais pas, dans la série, on a trois inter 15. Donc, ce qu'on voit en termes de forme, de couleur, vers où nos yeux vont se porter. Et puis 15, qu'est-ce que ça va susciter comme tension, relaxation et motivationnelle. Voilà, on a du 3 inter 20, donc pareil, avec inter 20, donc le rôle est motivationnel. Alors, qui veut s'y jeter? Moi, je veux bien donner un exemple sur Tout de suite, les caractéristiques de ma biopsychomachine. C'est que dès que je vois ou dès que je pense à une image d'aile, que ce soit une aile d'avion avec un fort allongement, ça crée chez moi un rôle qui est celui de dessiner cet objet, d'avoir un geste qui est prolongé par cette émotion qui naît à partir d'une forme particulière. Donc c'est du 17 alors. 17, ouais. 17 inter. C'est en plus intéressant parce que ce que tu décris, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire souvent on voit, puis on voit seulement, on écoute quelqu'un qui parle, même si on passe sur un plan intellectuel, on y reviendra, mais l'émotion qui va nous porter, c'est ah, je suis bien. Alors que là, c'est actif. Et si je modifiais, si je créais. Voilà, c'est ça, c'est un processus qui fait qu'à partir d'une forme pure, j'ai envie d'aller plus loin et par exemple, d'imaginer les sections idéales à une vitesse particulière, le vrillage de l'aile, les vortex au bout de l'aile, comment les calculer, par exemple. Voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit en ce moment. Donc, ma biopsychomachine m'entraîne, malgré moi, vers plus de complexité. Cette émotion visuelle, oui, cette émotion visuelle me porte. Ouais. Et elle a des vertus d'ailleurs, comment dire, pharmacologiques, oui, tout à fait. Alors, 17 inter 6, 17 inter 1, est-ce que tu te retrouves à avoir une relaxation parce que... Oui. Ça influe sur la 1. Surtout si je suis parti d'un état de tension. C'est-à-dire que le fait d'amener mon attention sur cette image, cette forme mémorisée, m'amène à avoir ce dynamisme de transformation de la forme elle-même avec une connaissance, et ensuite ça m'amène à changer d'état émotionnel. Donc mon rôle émotionnel, qui était peut-être un rôle, comment expliquer ça, un rôle passif, devient actif après cette opération. Intéressant, parce que c'est aussi peut-être parce qu'il y a un côté passionnel, c'est ça, que ça passe du passif à l'actif. Qui d'autre aurait envie de tester tout de suite peut-être ou pas?
Alors, Sinon, je m'aperçois là, juste à l'instant que si je travaille du 3 inter 15, par exemple, lorsque je vous regarde, euh, je vous regarde, bon, je vois une forme, vous êtes détendu, et je m'auto-observe moi en 15, donc avec une tension émotivationnelle parce qu'on est dans un cours de travaux dirigés de neuroconnectique et que j'aide donc à ce travail. Et j'observe qu'il y a quand, même si visuellement, par exemple, je regarde un petit peu plus loin, il y a un château là-bas, une petite miniature. Et normalement, si j'étais dans un autre contexte, la miniature, bon, elle émotionnellement, donc au niveau de la neurofonction 15, me relaxerait émotionnellement. Mais non, là, je reste assez tendu au niveau de la neurofonction 15 parce que je suis dans un cours et je n'arrive pas. Donc, c'était pour montrer que la simple vue ne va pas relaxer ou au contraire ne va me relaxer émotivationnellement ou ne va pas me contracter. Non, je vais rester dans ma tension parce que le contexte me laisse est là dans cette tension. Voilà, en même temps, c'est 3 inter 15, oui. C'est ça. Revient à ce que toi, Stéphane, tu avais dit il y a quelques cours en avant et le dernier cours de mémoire, en expliquant quand je prépare mon cours pour mes étudiants, j'observe en moi soudainement un processus stressé parce que ce soit parfait, ça ne peut pas être chaotique, hein, non. Et finalement, ça me stresse. Et je crois que c'est toi, Amaury, aussi, qui avait parlé des gens justement que tu administres et en disant pareillement, j'ai une tension qui arrive juste avant de les retrouver. Oui. Est-ce que aussi, Oui, c'est la même image dans un contexte différent qui peut créer une réponse complètement différente de la machine. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. et par rapport à ça, peut-être ce que je peux ajouter, c'est que moi, ma biopsychomachine, pour se rassurer devant cette tension émotivationnelle, le fait de rédiger le cours et donc de l'action corporelle de rédiger et de voir ensuite, donc d'activer la vision émotivationnelle, de voir ça sur le papier, de l'avoir extériorisé, ça me fait baisser ma tension émotivationnelle. C'est comme quelque chose qui monte, ça amène de l'énergie. Ensuite, elle est retransformée dans le mouvement d'écriture. Et le fait de voir qu'il y a eu une action, qui s'est stabilisée dans la vision, en fait, fait que ma tension se diminue. Mais après, vraisemblablement, la problématique, c'est que c'est sur une émotion qui est pas forcément, comment dire, qui est une émotion entre guillemets négative, qu'on peut percevoir négativement. Et le mouvement est pas nécessaire. En fait, pour moi, maintenant, tel que je m'auto-observe, je perçois ça plutôt comme un défaut ou en tout cas une énergie dépensée non nécessaire. En même temps, ça va plutôt bien parce que justement ce mouvement corporel qui tend vers, justement, par l'écriture, qui tend à exprimer, donc c'est un peu comme on penserait en termes de physique, tu perds un peu d'énergie, mais en perdant d'énergie, tu reviens à un état stable. Et justement, d'où après, tu vois ce qui est écrit, c'est stabilisé. Oui, ça va mieux. Oui. Transitoirement, ça va mieux. On va dire ça comme ça. Alors, on pourrait vers Carole, peut-être. J'ai pensé à quelque chose que j'ai vécu ou expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, je pense, 3 inter 15. La vue d'une personne que l'on chérit a un impact sur les tensions émotivationnelles, notamment en fait justement ça va calmer, ça va venir calmer quand on est
quand on est tendu et motivationnel, la vue de la personne va nous aider, nous détendre. Euh, il pourrait y avoir l'effet inverse, hein, si effectivement c'est un amoureux ou une amoureuse, où là il va y avoir une tension motivationnelle, mais une tension qui va être plutôt constructive, mais constructrice. Mais en l'occurrence, là, moi je pensais le fait de voir ma petite fille. Et c'est vrai que là, c'est vraiment devant le babillage, devant l'innocence de ce visage. J'ai toutes les tensions, le stress de la journée, toutes les tensions qui diminuent. Voilà, j'ai pensé à ça. Ah oui, bon, bah, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tout brassé pour. À moins que tu as. Là, je voulais un petit ajout. Je voulais, avec ce que je vous ai narré tout à l'heure, une expérience vécue là, sur le moment, là, j'ai revécu la même expérience en 3 inter 15, parce que là, je regarde une belle sculpture, un cheval, monté par une cavalière. Oui, c'est ça. Et donc, je regarde cette statue-là, et je me dis, et j'ai pris la décision, là, non, je suis plus dans un stade 2 de veille, je vais rentrer en stade 3 de veille. Donc, je vais changer ce qui va se passer au niveau émotivationnel, donc mon 19, ma posture émotivationnelle, ou mon 15 parce qu'on travaille sur le 15 là. Donc, ma relaxation, tension, relaxation et motivationnelle. Donc là, je me laisse aller, donc je décide de me laisser aller en stade 3 de veille vers ce que cette beauté, cette statue, cette belle statue, va venir chez moi émotionnellement, neuromusculairement, émotionnellement. Donc je me dis, non, là c'est beau ce que je vois, je vais changer, je vais profiter de ce que je vois pour que au niveau de ma tension, relaxation et motivationnelle, je sois en adéquation avec ce que je suis en train de voir, avec la beauté que je suis en train de... Donc là, je prends une décision, un changement. Je passe d'un stade 2 brut à un stade 3, j'ai changé. Je vais ajouter ça. Alors, dans la foulée, est-ce que vous voulez qu'on discute un tout petit peu stade 2, stade 3? Sinon, de toute façon, on va en parler après hors enregistrement. Mais il a été question, justement, posé par Serge, justement, qu'on parle de stoppage et décision. Et ça peut être très intéressant qu'on ait un groupe de travail. Donc, je l'ouvre en même temps à qui nous écouterait du dehors. Mais voilà. Donc, en dehors de cela, est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait rajouter un peu une réflexion sur précisément la notion de stoppage, puisque Amaury l'a évoqué, ou bien justement capacité à transformer un processus entrant en processus sortant, un processus passif en processus actif. Oui, en t'entendant, moi je pensais à un pas peut-être plus loin, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de se mettre dans la posture de Jeanne d'Arc sur le cheval? Voilà, est-ce que c'est pas ça là, l'objet? C'est-à-dire que quand tu regardes une statue, c'est vrai que tu peux aussi imaginer le langage ou l'expression musculaire et corporelle qui a été quelque part voulu par l'artiste qui sollicite un sentiment chez nous. Et donc dans ce cas-là, on peut tout à fait être en grande empathie avec la forme en question. Et là, en l'occurrence, ce serait imaginer que Serge, c'est Jeanne d'Arc en train de tourner à droite sur le talon. Oui. Ça. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a quelques années, moi j'avais vécu des expériences avec des aveugles. Et on a été au musée Rodin. Et donc comme c'était un groupe d'aveugles, on avait la permission de toucher les statues. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est des statues qui sont pas des statues à voir, c'est des statues à toucher. Donc vraisemblablement qu'on les accède un peu par le regard, mais le fait de les toucher, on entend par exemple la force dans un mouvement, on la sent par les mains.
Et donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est très flagrant, en fait. Quand on les touche, c'est flagrant. Voilà, enfin, je ferme la parenthèse. Ouais, c'est très joli. En plus, ça développe notre travail de neurocognitif au-delà des neurofonctions qu'on a établies comme base pour la discipline, qui seront sans doute développées bien au-delà de nous plus tard. Mais donc, au-delà de la vision et de l'audition, il y a en effet l'aspect tactile et l'aspect préhensif et de pouvoir se dire, en effet, je ressens la musculation et donc la force et donc la puissance que l'artiste a voulu montrer dans tel ou tel Parce elles sont très typées. Il y a, je sais pas, il y a ceux qui sont en souffrance, il y a ceux qui sont en développement d'une force ou d'une ambition. Il y a vraiment ça qui transparaît quand on touche les muscles des statues. Parce qu'elles y sont évidemment. Comment expliquer ça? C'est un peu exagéré. C'est exagéré dans les formes. Par exemple, il y a des jambes qui sont plus grandes que la norme. Il y a des attitudes aussi, pour le coup, des rôles qui sont sentis par les mains. Et là, tu me renvoies au musée Bourdelle à Paris, parce qu'il y a des statues, j'adore les shows, et au musée Bourdelle, il y a des statues fantastiques de Bourdelle. Et donc, je repars en 17, parce que c'est un peu ta marotte, le 17, et donc je repars avec une émotivation, une, une vision, et j'attrape ces statues, enfin ce qu'il m'en reste de mes visites au musée Bourdelle. Et donc, je prends l'émotion suscitée par cette image qui me réapparaît. Et là, je me vois et je me sens au niveau 1, donc l'attention, relaxation, je me sens détendu parce que bah, tu m'as amené à voyager à travers une connexion neuronale 17 inter 1. Ouais, okay. Bon. Est-ce que ça vous allait? Est-ce que vous aurez la possibilité de prendre, je vous l'enverrai sinon à nouveau, la page 210 de notre livre usuel dans Connectique Enseignement? Dites-moi tout. Ouais, c'est du sens, ouais. J'ai attrapé, moi, je pensais, enfin, je pensais, non, je regardais, je tourne toujours la tête de ce côté-là, c'est que j'ai un jardin enfin, jardin des voisins. Donc, je vois des arbres et des maisons typiquement victoriennes. Enfin, on est en Angleterre, donc c'est maison mitoyenne, tout en hauteur. Et euh, le vert et puis les maisons victoriennes, ça me rappelle la maison, quoi, home, comme on dit, où ça crée une chaleur, donc une relaxation corporelle assez importante. Et derrière, comme je me rappelais de la maison, je me suis rappelé, donc ça c'est plus, on part plus sur du, je suis en train de me rappeler, 17, je crois qu'on est sur du 17 ou du 10 peut-être, je me rappelle la 17. mer, enfin se rappelle en moi la mer, j'ai grandi en Bretagne. Et à ce moment-là, ce que je voulais partager, c'est que enfin quand j'y suis, 3 et 7 sont vraiment. C'est très difficile pour moi de regarder la mer et de pas entendre les vagues, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, je sais pas qui vient en premier, les vagues ou la mer, mais quand je vois la mer sur une photo, j'entends les vagues, et quand j'entends les vagues, je vois la mer. Et à nouveau, une relaxation corporelle très importante à ce moment-là, parce que ça me rappelle mon enfance, et puis c'est juste un son qui lui-même relaxe ma machine. Ouais, mais tu m'amènes à la mer, donc en 21, en inter 1, donc avec le son des vagues du Ouais, gros sac. Et voilà, donc du 17, si je me un peu revois, 17. Ouais. au bord de la mer, et je t'observe l'émotion suscitée par cette image qui me revient. Inter 1, bien sûr. Mhm. C'est toujours un peu de cascade. Hein. C'est 3 ou 7 inter 15 qui vont se trouver ensuite vers le 21 inter 1. Mais le but, parce on va en parler, donc c'est vraiment la décision qui est prise avant chaque expérimentation. Qu'est-ce que nous allons travailler? Parce que là,
on est dans un travail de travaux dirigés, donc tout est cadré. Et ensuite, lorsque vous allez arriver au bout de toutes les séances de travaux dirigés, ou même lorsque vous décadrez, si je peux me dire comme ça, vous enlevez le cadre du travail dirigé, et donc là, vous attrapez ce qui vient. Mais ça c'est hors cadre du cours. On va en parler. On en parlera dans une discussion aussi. On va préparer une discussion justement pour ça. Je donne un peu là. Alors, on clôt l'enregistrement. Alors, Amaury, à toi. Ok, 3, 2, 1.